Bordeaux, je suis membre du CA de la FPS 44 et pendant un certain temps, j'ai participé à la coordination des parrainages de prisonniers sur le département. Pour illustrer ce que c'est être prisonnier palestinien, je vais vous présenter Ahmad Katamish. C'est un prisonnier qui est né en 1951. C'est un écrivain, journaliste et professeur de sciences politiques. Il a été arrêté pour la première fois à l'âge de 18 ans en 1969 et il a été détenu quelques mois. 3 ans après, il a été détenu pendant 4 ans en détention administrative. Israël lui reprochait son activisme au FPLP. Le FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine. C'est un mouvement de gauche marxiste-léniniste qui est interdit par Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que la détention administrative? C'est une détention sans charge, sans jugement, souvent sans avocat, pour des durées de 6 mois renouvelables indéfiniment. Donc, c'est l'arbitraire total. C'est une très grande insécurité pour les détenus et leurs familles. Alors, quand il a été libéré en 1976, il s'est caché pour éviter d'être arrêté à nouveau et il a été arrêté 16 ans plus tard, en 1992, en présence de sa fille de 3 ans. Pendant 100 jours, il a été interrogé, donc 100 jours d'interrogatoire avec torture et mauvais traitement, dépression psychologique, l'isolement, privation de sommeil. Et il en parlera dans son livre « Je ne porterai pas votre tarbouche ». Il était accusé d'être le leader du FPLP, mais il a répondu qu'à ce moment-là, il n'était plus au FPLP. Pendant sa détention, les services de renseignement israéliens vont l'accuser d'organiser des attentats depuis sa prison, ce qui était absolument faux. Alors, il est resté à ce moment-là de 92 à 98 en détention administrative, c'est-à-dire pendant 6 ans. À ce moment-là, c'était la plus longue détention administrative pour les prisonniers palestiniens. En 98, il est libéré à la suite de plusieurs campagnes internationales. Les ONG, la CAT, Amnesty, la FPS, la plateforme et un grand nombre d'autres associations étaient intervenues pour lui. Et même des hommes politiques de gauche et des artistes israéliens sont intervenus. Il a été à nouveau arrêté 13 ans plus tard, en avril 2011. À 2 heures du matin, une trentaine de soldats israéliens surgissent dans sa maison. Ils cassent les portes extérieures, ils plantent leurs armes sur sa fille et ils lui demandent de téléphoner à son père qui n'était pas là, il était chez son beau-frère. Et ils lui disent qu'il doit venir, sinon ils arrêtent sa femme et sa fille et détruisent la maison. Il leur a répondu au téléphone qu'il n'allait pas venir, mais qu'eux pouvaient venir le chercher. Donc il a été emmené au centre de détention d'Ofer. 3 semaines après, on lui signifie sa libération. Mais à ce moment-là, pendant quelques heures, alors qu'il a eu officiellement son document de libération, il y a une sorte de confusion. Il ne peut pas quitter la prison. La justice militaire lui dit qu'il est libéré, mais on lui dit d'un autre côté qu'il va y avoir un nouveau mandat. Au bout de 3 heures, il y a effectivement un nouveau mandat de détention administrative. Alors son avocat, à ce moment-là, dénonce un faux parce que le mandat, c'était un document sur lequel avait été raturé le nom d'un prisonnier pour mettre le sien à la place, et c'était un prisonnier qui était membre du Hamas. Donc il a dit qu'il n'était absolument pas membre du Hamas. Et donc à ce moment-là, il a été détenu 6 mois en détention administrative. Or, pendant cette arrestation-là, il n'avait été interrogé que 10 minutes le jour même de son arrestation. Donc, on l'a gardé pendant 6 mois, mais absolument aucun interrogatoire et rien. Alors, en 2012, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire
a adressé une communication à Israël sur les conditions de son arrestation et de sa détention parce qu'il était toujours en détention depuis 2011. Et il a été libéré en avril 2013. Alors en 2016, il est convoqué par les services de renseignement israéliens qui lui disent qu'il ne doit plus parler ni écrire, sinon il aura des problèmes. Il leur répond qu'il écrira et qu'il dira ce qu'il veut. En 2017, il est à nouveau arrêté, toujours avec le même procédé, violence, destruction des portes de sa maison, un très grand nombre de soldats, toujours 30 ou 40 soldats pour une personne qui était absolument non violente. Et là, il va rester en détention administrative 3 mois. Et à ce moment-là, en 2017, donc il a déjà 66 ans, et sa femme dit qu'il a passé 13 ans emprisonné, dont 10 en détention administrative, et qu'il souffre de plusieurs maladies chroniques et qu'il ne pourra pas être soigné en prison. Il a entre autres des troubles de l'oreille interne, des vertiges, des pertes de connaissance, des migraines, et tout ça, bien sûr, c'est dû à la torture. En décembre 2019, il est arrêté, libéré sous condition 8 jours après, donc ce n'était pas de la détention administrative, hein. C'était un juge qui s'était prononcé. Donc il devait sortir, mais en même temps, quelqu'un lui remet un mandat de détention administrative, ce qui est complètement aberrant. En juillet 2020, il est condamné pour présence à un rassemblement illégal. En fait, c'était une conférence qu'il a donnée à Birzeit. Il est condamné à de la prison avec sursis. Donc, il devrait sortir normalement. Mais en même temps, quelqu'un lui donne un mandat de détention administrative. Alors, les associations internationales se sont mobilisées pour lui à plusieurs reprises. L'Union européenne et l'ONU sont également intervenues auprès d'Israël. Vous voyez sur sa photo là que même maintenant il a 70 ans et qu'il n'a toujours pas baissé les bras. Alors il s'est toujours très fortement exprimé. Il était professeur de sciences politiques à Birzeit, à l'université de Birzeit, à Ramallah. Il critique la politique d'Israël, les accords d'Oslo. Il critique aussi la politique de l'autorité palestinienne et les divisions palestiniennes. Et il est pour la solution à un État. Il a soutenu la grève de la faim des prisonniers en détention administrative en 2017. Je reparlerai de la grève de la faim tout à l'heure. Donc, son exemple montre bien l'utilisation par Israël de la détention administrative lorsqu'ils n'ont pas d'éléments leur permettant d'inculquer et juger une personne. En fait, c'est un prisonnier d'opinion. Il a juste utilisé sa parole et sa plume. Alors, les militants palestiniens pensent que la détention administrative, c'est le meilleur moyen pour éloigner les personnes influentes de la société palestinienne. Alors maintenant qu'il a 70 ans, bon, il veut surtout rester avec sa famille et il est malade, il a beaucoup de séquelles de la prison. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 4450 prisonniers politiques palestiniens, dont 440 en détention administrative, c'est-à-dire qu'il y en a 10%, ce qui est un chiffre très important. Alors, qu'est-ce que c'est la détention administrative? En droit international, la détention administrative ne doit être usée que dans des cas exceptionnels, lorsque la sécurité d'un État est gravement menacée. En fait, Israël se considère en état d'urgence depuis sa création en 1948. Pour la détention administrative, il a toujours utilisé une loi qui date du mandat britannique, mais il a aussi légiféré à son tour. Et ce qui a été écrit dans la loi israélienne, c'est que la détention administrative peut être utilisée lorsque la sécurité de la zone ou de l'État sont menacées et pour garder des preuves secrètes. Parce que dans la détention administrative, il n'y a pas à fournir de preuves. Les preuves restent secrètes. En pratique, Israël laisse les mains libres au commandant militaire pour en décider. C'est-à-dire que normalement, quand il y a détention administrative, l'ordre est contresigné par un juge ou un procureur.
Mais dans la réalité, ce sont souvent les commandants militaires qui prennent l'initiative et qui mettent en route les détentions administratives. C'est pour ça que 2 ou 3 fois, il y a eu des cafouillages. Le juge devait dire qu'il fallait le libérer, mais les commandants militaires décidaient autrement. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi des enfants palestiniens qui sont placés en détention administrative. Alors, il y a eu, au sujet de la détention administrative, plusieurs grèves de la faim de prisonniers pour dénoncer leurs conditions de détention. Alors, entre autres, en 2012, il y a eu 2000 prisonniers qui ont fait une grève de la faim pendant 1 mois et à la fin, un accord avait été conclu entre Israël et les prisonniers. En 2014, une nouvelle grève collective de la faim pendant 63 jours. En 2007, il y a eu une nouvelle grève des prisonniers contre la détention administrative et les conditions de détention en général. Et il y a aussi eu des grèves individuelles de prisonniers. En 2020, Maher al-Akras a fait 100 jours de grève de la faim. Je vous laisse imaginer ce que c'est que 100 jours de grève de la faim. Et il a fini par être libéré. Mais bon, dans un état de santé très grave. Alors, malgré les accords qui ont pu être conclus après des grèves de la faim, en réalité, il y a toujours autant de détentions administratives. Donc voilà, c'était pour vous dire quel était un des aspects des conditions des prisonniers palestiniens. Celui-ci, je l'ai choisi parce qu'il montre vraiment l'arbitraire. Quand on dit détention administrative, on devrait dire détention arbitraire. Et ça montre aussi quel harcèlement c'est sur les prisonniers et sur leurs familles. Le prisonnier qui est en détention administrative, il ne sait rien, il ne sait pas ce qu'on lui reproche, il n'a aucune prise sur rien, il peut être libéré dans 8 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 6 ans. Il y a bien d'autres aspects qui auraient pu être traités, la torture, l'isolement, les privations de visite, les problèmes de santé qui sont énormes, le cas des enfants aussi. Mais j'ai gagné honnêtement ma vie en enseignant le droit international pendant 40 ans et je suis membre de la FPS depuis très longtemps. Mon intervention porte sur les manquements de l'État d'Israël à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire, je vais donc dresser une sorte de cadre général dans lequel la question des prisonniers politiques vient prendre place. Alors, je vais traiter ça en 3 points, pour que ce soit clair pour tout le monde. Premier point, Israël qui mène une stratégie d'évitement. Deuxième point, la violation de ses obligations. Troisième point, l'absence de sanctions. Alors, mais avant d'aborder ces 3 points, il faut que je fasse un certain nombre de rappels juridiques qui sont importants et qui sont peut-être nécessaires. Le droit international, essentiellement, c'est un droit donc conclu par les États qui s'engagent pour ajuster leurs intérêts et s'échanger des droits et des obligations. Mais au XXe siècle est apparue une technique juridique différente, celle des accords multilatéraux ouverts à un grand nombre d'États, voire à tout État, et ceci a été une technique particulièrement utilisée après la Seconde Guerre mondiale pour donner application à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc une technique qui crée des traités par lesquels les États ne se créent plus des obligations réciproques. Ce n'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est créer un ordre commun ou au minimum les principes d'un ordre commun qu'ils s'engagent à respecter dans le droit international, mais aussi dans le droit interne. Dans une telle convention, dit la Cour internationale, dans une telle convention, les États contractants n'ont pas d'intérêt propre, ils ont seulement tous et chacun un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont les règles d'être de la Convention. Cela signifie que tout État parti à ce type de traité a un intérêt juridique à intervenir si
un autre État partie ne respecte pas cette convention. Tout État partie a un intérêt donc à la bonne application de cette convention. Pour assurer cette bonne application, les traités prévoient généralement des procédures donc, qui vont veiller au suivi, soit des procédures de règlement juridictionnel, arbitrage, recours à la Cour internationale de justice, à la CIJ, soit des mécanismes de suivi non contentieux, c'est le cas plus généralement parce que c'est moins contraignant pour les États, des procédures donc menées par des comités d'experts auxquels les États rendent des comptes et qui donnent lieu à des débats et éventuellement des résolutions. Important donc, un État peut s'engager sur un de ces traités tout en refusant de s'engager sur les procédures, tout en refusant de se soumettre aux procédures prévues pour assurer le suivi. Alors, quel est le comportement d'État d'Israël dans ce contexte? L'État d'Israël, eh bien, on constate une stratégie d'évitement. Une stratégie d'évitement pratique, constante, continue, visant à limiter ses engagements. La façon la plus simple, c'est de ne pas prendre d'engagement du tout. C'est-à-dire ne pas même signer le traité. C'est ce que fait Israël sur la convention, pour la convention des traités, pour la convention sur l'élimination et la répression du crime de génocide de 1973, et bien évidemment pour le statut de Rome créant la Cour pénale internationale en 1998. Autre modalité, accepter le traité, mais ne pas se soumettre aux procédures de suivi. Et ceci, c'est remarquable, dès 1949, c'est-à-dire dès son admission aux Nations Unies, l'État d'Israël rejette la compétence de la CIJ en cas de litige, de différend avec d'autres États. Donc, cela veut dire, dès le départ, qu'un litige avec Israël ne sera pas, a priori, résolu par voie judiciaire d'application du droit. À la suite, eh bien, nous avons la ratification de la Convention contre la discrimination raciale de 1965, mais refus de se soumettre à la compétence de la CIJ en cas de litige, ratification du Pacte international des droits civils et politiques de 1966, mais refus d'adhérer à l'organisme de suivi, le Comité des droits de l'homme, ratification de la Convention contre la torture de 1994, mais refus de la procédure d'arbitrage ou du recours à la CIJ. Et dans le cas de cette dernière Convention contre la torture, Israël ne signe même pas le protocole facultatif prévoyant l'organisation de visites sur les lieux de détention par des organismes indépendants. Et puis enfin, la limitation radicale, eh bien, c'est évidemment de refuser ouvertement, non, ça c'est pas vrai, si je fais ça, c'est de refuser ouvertement l'application du droit. C'est le cas, donc c'est ce que fait Israël en refusant l'application de la 4e Convention de Genève sur le droit humanitaire, alors même qu'elle y a adhéré. Et ceci, dans ce cas, est d'autant plus grave que l'essentiel de cette convention, en réalité, provient du droit coutumier, lequel est obligatoire pour tout État de la société internationale. Alors, bien sûr, il reste des possibilités de mettre en cause l'État d'Israël dans sa pratique du droit. C'est ce que fait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notamment, il n'est pas essentiellement au sein de l'ONU. C'est ce que fait également, donc c'est ce que a commencé à faire la Cour pénale internationale, d'où la virulence, la fureur, n'est-ce pas, des autorités israéliennes qui voient ainsi prise à contre-pied dans leur stratégie consistant à ne pas créer d'endroits où leur pratique en matière de droits de l'homme
est étudiée et éventuellement contestée. Alors, dans ce contexte, la violation des obligations donc, est censée ne pas déboucher sur le plan international. Alors que, pourtant, Israël s'est engagé à les appliquer et qu'elle doit les appliquer de bonne foi, c'est-à-dire, nous dit la Cour internationale, de façon raisonnable, de telle sorte que le but du traité puisse être atteint. Le contraire de la bonne foi, c'est la mauvaise foi, c'est-à-dire agir de telle façon qu'on porte atteinte au but et à l'objet du traité. Alors, sans entrer dans les détails, je vais retenir les principaux. La Convention de Genève, bien sûr, vidée de son sens même par la colonisation. Le pacte des droits civils et politiques, violé en ses divers articles, violé dans l'article 6 sur le droit à la vie, l'article 7 sur l'interdiction de la torture, l'article 10 relatif au traitement des prisonniers. Tous ces textes sont facilement consultables sur Internet. La Convention contre la torture, il y a quasiment toutes ses dispositions, mais particulièrement l'article 16. Et puis, enfin, la Convention sur les droits des enfants, violée en divers articles et particulièrement dans son article 37. À ces textes, puisque nous parlons particulièrement des prisonniers, on peut ajouter les règles dites règles Nelson Mandela. Ce sont un ensemble de règles, c'est leur définition, règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Ces règles n'ont pas de force obligatoire, certes. Ce sont des règles qui sont en quelque sorte proposées par l'Assemblée générale des Nations Unies dans une résolution de 2015. Ce sont des règles proposées comme pratique de bonne administration pénitentiaire dans des États civilisés. Alors, bien évidemment, le traitement des prisonniers palestiniens n'y est pas conforme dans de nombreux points de ces règles. Alors, face à cela, face à toutes ces violations, force est bien de constater l'absence de sanctions. En droit, certes, des sanctions, ils ne peuvent venir que du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est politiquement inenvisageable. Mais individuellement ou collectivement, nous savons très bien que des sanctions sont pratiquées par des États ou des groupes d'États sur d'autres enjeux contre d'autres pays. Alors, il n'y a pas de sanctions, mais il y a quand même un minimum de réaction, c'est-à-dire la réaffirmation de l'existence de l'obligation. Je dirais c'est le moins qu'on puisse attendre. Alors, je mentionnais le Conseil des droits de l'homme, il n'est pas le seul à le faire, mais c'est lui qui attire particulièrement l'attention. Il le fait par ses débats, par les rapports qui lui sont remis et par ses résolutions. Mais derrière le Conseil des droits de l'homme, il y a les États. Il y a les États qui votent et qui soutiennent son action. Et donc, c'est intéressant de relever qui soutient cette pratique du Conseil des droits de l'homme. Et puis, pour la réaffirmation de l'existence de l'obligation, on trouve bien évidemment le CICR, le HCR, la Cour internationale de justice, ces trois institutions, particulièrement pour la 4e Convention de Genève. Plus important que ces organismes internationaux, les États eux-mêmes. Et il est intéressant de relever que les hautes parties contractantes, en 2014, les hautes parties contractantes à la 4e Convention de Genève, réaffirment, je les cite, l'applicabilité du droit humanitaire dans les territoires palestiniens. Alors l'étape suivante devrait être la pression politique, c'est-à-dire une pression de l'ensemble des États parties pour que soit préservé leur intérêt commun, tel qu'ils l'ont inscrit dans les conventions en question. Alors, nous constatons bien sûr qu'en pratique, cet intérêt commun-là pèse peu, quasiment très peu, face aux intérêts particuliers des différents États parties. Alors, ceci est grave, parce que
d'abord, cela jette un doute sur la sincérité des engagements. Ensuite, cela porte atteinte à l'universalité des valeurs qui sont inscrites dans ces engagements. Et puis, pour les démocraties, eh bien, évidemment, cela les décrédibilise quelque peu. Les États européens disposent pourtant d'une base juridique pour exercer des pressions. C'est l'accord d'association avec Israël qui dispose que les bases de cet accord, que le respect des droits de l'homme fait partie des bases de cet accord et de toute la politique qui est menée pour son application. Alors, quant à la France, on peut parler de duplicité puisqu'ils sont judiciairement poursuivis des militants qui ne demandent jamais que le respect du droit en appelant à ce qu'on pratique des sanctions, et ceci en toute légalité. Mais par là, je quitte le droit international, j'arrive dans le droit interne, et cela termine bien évidemment ma communication. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christine Post, donc je suis membre du Bureau national depuis le début de l'année. Je suis également animatrice du groupe de travail prisonnier. Donc, je vais commencer par des chiffres, dans le sens où très souvent les chiffres qui circulent sur les prisonniers palestiniens sont des nombres de prisonniers. Et on a moins en tête que plus de 900 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes depuis 1967. On peut dire que presque toutes les familles palestiniennes ont des membres qui ont subi des peines d'emprisonnement. Depuis toujours 1967, plus de 17 000 femmes ont été détenues dans les prisons israéliennes. Depuis 2000, au moins 16 000 enfants palestiniens ont été arrêtés, interrogés et inculpés par la justice militaire israélienne, soit 500 à 700 par an, puisqu'il s'agit bien là d'une justice militaire et non pas d'une justice pénale ni civile. Donc, quand on voit ces chiffres, on voit bien qu'ils parlent d'eux-mêmes et on se rend bien compte qu'on se retrouve confronté à une pratique qui est organisée, systématique. Et donc, on est bien de l'arrestation en conditions de détention dans une stratégie de harcèlement de la population palestinienne. Et par là même, Israël s'attaque à toutes les expressions de la liberté, y compris d'ailleurs la liberté de circuler, de se rencontrer, c'est-à-dire de permettre à une société de faire corps, aussi du droit à résister et à vivre en tant que peuple avec une histoire et une culture. Donc on est vraiment dans une pièce maîtresse de l'occupation de la Palestine. Et donc, c'est une attaque systématique contre les fondements de la société palestinienne. Sans bien sûr compter que cet enfermement massif accroît la pauvreté, puisqu'il y a des pertes de revenus qui y sont inhérents. Et donc, comme je le disais juste avant, le régime israélien s'appuie sur un système judiciaire qui est un système militaire pour les Palestiniens Cisjordanie. Et aujourd'hui, il y a plus tout ce qui se passe en Palestine est réglé par plus de 1700 ordres militaires israéliens. Et donc, que tente de faire Israël? Donc, d'une part, il veut étouffer complètement toute contestation. Donc, il met une campagne systématique de réduction au silence par l'intimidation, harcèlement, délégitimer aussi les défenseurs des droits de l'homme, des militants et des organisations. Donc, ils cherchent à contester les violations généralisées systématiques des droits de l'homme commises par Israël contre le peuple palestinien. Donc, on se retrouve vraiment dans une campagne politique qui vise à maintenir le régime israélien de domination et d'oppression raciale, donc en créant un climat de peur et d'intimidation et en empêchant les organisations palestiniennes donc, de défense des droits humains de mener à bien leur travail de plaidoyer. D'ailleurs, on sait qu'ils s'attaquent aux organisations palestiniennes de défense des droits humains, mais ils s'attaquent également d'ailleurs aux ONG israéliennes. Et c'est pourquoi, quand on regarde
le type de population qui est le plus souvent arrêtée, on se rend compte que les arrestations visent particulièrement les responsables associatifs, militants, étudiants, des journalistes et également des députés. Donc, on va voir ensemble un peu tous les différents, je dirais, moyens politiques, qui soient sociétaux, qui soient économiques, pour mener à bien cette politique et cette stratégie. Donc, d'une part, il s'agit réellement de maintenir un sentiment d'insécurité permanent. En fait, nul n'est à l'abri d'une arrestation, d'interrogatoire violent, d'humiliation, de détention arbitraire, comme on a parlé tout à l'heure, Marie-Annick. Les arrestations sont violentes, elles sont souvent lors de raids nocturnes. Donc, vous imaginez une famille qui est réveillée en pleine nuit par 4 à 5 soldats qui sont lourdement armés, qui menacent toute la famille, qui retournent toute la maison, qui cassent tout, qui vont emmener un enfant seul sans ses parents, ou parfois emmener un parent. Ça veut dire que pour la famille tout entière, d'une part, la maison n'est plus un lieu de sécurité, et les parents ne peuvent pas se protéger les uns les autres, ni protéger leur famille. Donc, eux se sentent coupables et l'enfant ne se sent plus protégé. Et on va retrouver ce sentiment d'insécurité, y compris sur le chemin de l'école, puisque l'école elle-même peut d'ailleurs le lieu d'une arrestation. Et donc, c'est vraiment volontaire. Il s'agit vraiment de créer un sentiment d'insécurité qui est permanent. Tout à l'heure, Marie-Annick nous parlait effectivement de la détention administrative. Et il y a également une détention qui n'est pas encore la détention administrative, qui est la détention provisoire. C'est-à-dire que il n'y a même pas de passage devant un juge où on considère qu'on place quelqu'un en détention administrative sans lui indiquer pourquoi il est arrêté, pour combien de temps. C'est que tout simplement, quelqu'un peut être arrêté, ne voit pas de juge, et il reste en prison comme ça pendant une durée qui peut être très longue. Et on pourrait prendre un exemple qui est de quelqu'un qui est connu, qui est Khalida Jarrah, donc qui est député, qui a été pendant 16 mois arrêtée sans passer devant un juge. Ensuite, là, elle vient d'être condamnée à 2 ans de prison. Alors, en principe, elle devait être libérée en considérant que les 16 mois font partie des 2 ans. Nous l'espérons. Et toujours en termes d'insécurité et d'arbitraire total, lors de leur libération, ils peuvent être arrêtés par la sécurité intérieure. Et donc, soit ils seront libérés après plusieurs heures d'interrogatoire, mais ils peuvent être de nouveau emprisonnés. Et pour voir qu'ils s'attaquent vraiment à la société en même temps, ces derniers jours, donc, il y a un prisonnier qui s'est trouvé dans ce cas. En fait, il a pu être libéré. Donc, il a été réarrêté, libéré ensuite, mais après qu'il se soit engagé, parce qu'aucune fête ne célèbre sa libération, ni que les drapeaux palestiniens ne soient sortis. Ensuite, en termes toujours de stratégie, il s'agit d'humilier, de fragiliser et de toucher psychologiquement. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur les conditions de détention qui sont dramatiques, parce que je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir connaissent les détentions, connaissent les conditions de détention. Donc, c'est effectivement, Marie-Annick en a parlé, de négligence et de maltraitance médicale, qui peuvent être très très graves. Très peu de visites de familles qui sont autorisées. Du fait du Covid, les familles n'ont pu se trouver sans visite de famille, mais y compris de visite de l'avocat. Et en plus, ces visites sont encore d'autant plus difficiles que les prisonniers palestiniens et la majorité des enfants sont emprisonnés dans les prisons israéliennes, ce qui est en contradiction d'ailleurs avec le droit international. Et toujours pour, je dirais, briser les enfants qui sont l'avenir de la Palestine, donc c'est vraiment de briser ces enfants, de recours à l'isolement qui est fait pour les adultes, également fait pour les enfants. Et ça veut dire que un enfant peut se retrouver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans voir personne. Je passe les détails sur les conditions dans lesquelles il est isolé. Et le principe invoqué peut être une mise en cause de la sécurité de la prison ou du personnel pénitentiaire. Donc on imagine bien qu'un enfant, forcément, peut mettre en cause la sécurité de la prison. Autre conséquence également, qui fait toujours partie du rouleau compresseur, je dirais, de la politique israélienne, toujours sur les enfants, c'est également de priver d'éducation ces enfants qui sont emprisonnés. Alors,
lorsque les enfants moins de 16 ans, donc, ils reçoivent une éducation de base, c'est-à-dire l'arabe, l'anglais, les mathématiques. Entre 16 et 18 ans, c'est d'auto-formation, ils se débrouillent. On sait par exemple que, ce que nous avait raconté Aed Tamimi, lorsqu'elle était emprisonnée, elle était en contact avec Raïda Jarrar, qui, en fait, l'a aidée à pouvoir continuer sa formation pour pouvoir passer l'équivalent du bac ensuite. Et ce que disait effectivement donc Zahar Francis, qui est la présidente d'Adamir, c'est que lorsque ces enfants sortent de prison, bien souvent, ils n'ont plus envie de retourner à l'école. Et on peut avoir de ce fait des enfants qui sont finalement, qui n'auront pas de diplôme suffisant, et d'autres enfants qui, fort heureusement, puisqu'on le sait, les enfants palestiniens font partie des enfants les plus éduqués de la région. Et je dirais, alors pas la cerise sur le gâteau, parce que c'est un peu exagéré, mais en plus, ce qui concerne les enfants de Jérusalem-Est, puisque je crois que tout le monde, nous savons tous que Jérusalem-Est est en proie à des attaques incessantes d'Israël dans le but de les faire repartir. Ces enfants de Jérusalem-Est connaissent la résidence surveillée. C'est-à-dire que l'enfant est enfermé dans une pièce qui est séparée de la famille. S'il ne veut pas être séparé de sa famille, dans ce cas, la famille doit louer un local spécifique. Une personne doit les surveiller 24 heures sur 24 pour l'empêcher de sortir. Donc, il y a un impact familial énorme, puisque les parents sont ses geôliers. La maison peut devenir sa prison. Et de plus, il y a un impact économique, puisque un des parents peut être contraint d'arrêter de travailler pour le surveiller. Donc, vous voyez, donc encore un autre biais supplémentaire dans la politique israélienne sur également cette fragilisation et l'impact économique. Autre politique d'attaque du modèle de la société palestinienne, c'est à travers les femmes. Parce que, d'une part, l'emprisonnement des hommes modifie la structure familiale et son fonctionnement. D'autre part, pour les femmes qui sont arrêtées ou détenues, il y a souvent des suspicions d'agression sexuelle qui pèsent sur elles, donc c'est quelque chose qui est lourd à porter. Les enfants ont grandi sans elles, et cela arrive pendant sa détention. L'enfant peut se marier prendre une seconde femme pour s'occuper des enfants notamment. Et je terminerai par un dernier moyen qui fait partie des traitements inhumains selon le droit international. C'est ce qu'on appelle les punitions collectives. Alors, il y a d'une part, pour déshumaniser les Palestiniens et atteindre les familles, notamment dans ce qui est le fondement de la société, qui sont les coutumes et les pratiques religieuses. Donc, les corps des prisonniers décédés en prison ne sont pas rendus à leur famille. C'est-à-dire qu'ils sont parfois sommairement enterrés dans les cimetières des nombres. Ils vont être conservés pendant la durée de la peine à laquelle le prisonnier a été condamné. Donc, un prisonnier qui va être condamné à la réclusion à perpétuité, c'est 99 ans, donc on part du principe qu'on ne rendra son corps que dans 99 ans après, une fois qu'il aura terminé sa peine, si on peut dire ça comme ça. Les familles peuvent récupérer les corps, mais elles doivent payer pour pouvoir les récupérer. Et cette pratique s'applique également pour les corps des Palestiniens qui sont assassinés par les soldats israéliens. Donc Israël contient plus de 66 corps de Palestiniens dans des réfrigérateurs. Donc ils sont congelés, en plus de 254 corps dans les fosses communes, ce qu'on appelle donc le cimetière des nombres. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit à un enterrement digne. Donc, c'est en violation du droit international. D'autre part, toujours en termes de punition collective, c'est pour rendre la vie impossible à des Palestiniens, les priver de leur foyer, les faire partir. Donc, c'est un instrument de la politique de transfert forcé de la population qui est mis en œuvre par l'État israélien. C'est les démolitions punitives de maisons. Et donc, sont considérées comme des peines cruelles, inhumaines et dégradantes. Donc, d'une part, elles laissent des civils innocents sans foyer, dans une détresse économique extrême, puisque bien souvent, ils ont déjà perdu leur soutien, leur principal soutien de la famille, puisqu'en fait, elles frappent donc une famille élargie dont l'un des membres a été tué ou emprisonné, ou est en cours de procès, pour agression à attentat présumé. Voilà.
Donc, à ce jour, on estime que plus de 2300 maisons ont été détruites pour punition collective depuis le début de l'occupation en 1967. Et Stéphane Hessel, en conclusion, je dirais, avait déclaré « Ces stratégies de harcèlement, d'enfermement massif, de création d'une insécurité permanente pour les Palestiniens, y compris les enfants, est désormais un instrument de l'oppression organisée d'un peuple tout entier par la peur. Elle est une dimension majeure qui, par sa démesure, relève désormais d'un véritable sociocide, mis en œuvre par l'État israélien. » C'est malheureusement toujours vrai. Je vous remercie et à vos questions. Merci, Christine. Les aspects.